ce que je vous propose, c'est de résumer rapidement toutes ces positions géographiques et historiques de cette région qu'on va appeler plus tard la Croatie. Et on va voir qu'en fait, le bouquin, il fait beaucoup référence à travers ses personnages. Donc, durant l'Antiquité, c'est une région qui va passer sous domination romaine. Et il va y avoir une romanisation et une latinisation de la région. En 395, avec l'histoire de la division de l'Empire romain en deux régions distinctes, hein, une région occidentale et une région orientale, la Dalmatie reste sous la domination occidentale. Ça devient au 5e siècle une partie de la préfecture d'Italie, alors que la capitale de l'Empire romain d'Occident se rapproche, puisque ça devient Ravenne à partir de 402. Pour autant, c'est une région qui va être sous la pression des populations venant des steppes eurasiatiques, dont les fameux Huns d'Attila, qui vont traverser la région, notamment pour aller combattre à Aquilée. Et juste après la bataille d'Aquilée, les troupes d'Attila vont aller jusqu'à Rome. Au Moyen Âge, la Dalmatie va passer sous domination d'abord byzantine, avec l'empereur qu'on connaît le mieux peut-être, qui est Justinien, qui va reconquérir l'Italie en passant par les côtes croates, notamment dans les années 530. Mais dès le VIe siècle, les Slaves s'installent et obtiennent progressivement leur indépendance, alors que l'Empire byzantin se replie sur l'Asie mineure. Donc il va y avoir en Croatie des petits royaumes assez indépendants, et ensuite il va y avoir un royaume qu'on appelle le royaume de Croatie, qui va ensuite être intégré au royaume de Hongrie. À ce moment-là, les côtes n'ont pas la même histoire que l'intérieur de la Croatie, puisque les côtes, elles, vont être sous domination italienne avec Venise. Venise, je rappelle que c'est une cité marchande extrêmement importante au Moyen Âge et qui va contrôler une grande partie du commerce méditerranéen. Et pour cela, elle va étendre ce qu'on appelle un empire réticulaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas avoir un énorme territoire à contrôler, mais elle va avoir des postes avancés pour contrôler des réseaux. Et là, ces réseaux-là, ce sont les flux maritimes et commerciaux. Et pour cela, elle va contrôler les côtes croates, avec notamment Zadar, qui est un comptoir commercial et qui va se développer à ce moment-là. À l'époque moderne, le sud de la Croatie actuelle repasse sous la domination impériale, qui est plus classique avec les Ottomans sous Soliman Ier, donc on est au XVIe siècle. Puis le royaume de Hongrie va être de plus en plus intégré à la maison d'Autriche, hein, avec la grande famille des Habsbourg. Et ça, à partir de la fin du XVIIe siècle, on a donc vraiment une partie de la Croatie qui va être ottomane et une autre partie qui va être sous la domination des Habsbourg. Et donc, qui va connaître les différents moments de guerre entre Ottomans et Habsbourg. Concernant l'époque contemporaine, bien évidemment, Napoléon va conquérir une grande partie de la Croatie actuelle et va la faire passer sous domination française avec sa victoire sur l'Autriche. Quand Napoléon est vaincu, la Croatie redevient un territoire qui est en partie ottoman, mais qui va de fait être administré par l'Autriche-Hongrie. Je rappelle que la monarchie de l'Autriche-Hongrie, comme on connaît plus tard, elle existe officiellement à partir de 1867. C'est donc une double monarchie, c'est-à-dire deux royaumes sous un seul roi, grâce à toute une structure dynastique. Ça va être le cas jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, puisque l'Empire d'Autriche-Hongrie fait partie des perdants. Et donc, il va y avoir en 1919 une quinzaine de traités qui tracent des nouvelles frontières en Europe. Et parmi ces traités, certains vont concerner les Croates, et ça va être la création d'un nouvel État, le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, ce que plus tard on appellera la Yougoslavie. En 1929, la Croatie et donc le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, hein, va passer sous régime autoritaire.
Alors c'est un régime autoritaire un peu particulier parce qu'il est organisé par le roi Alexandre II qui, fait une nouvelle, constitution et cetera. Son objectif pour lui, c'est de créer une identité et une nation yougoslave et donc ça va être, heu, un autoritarisme qui veut créer en fait, un certain nationalisme et transcender les, barrières entre les 3 peuples. Hem Donc ça existe jusqu'en 1934 et puis après va très rapidement arrive la Deuxième Guerre mondiale. La Yougoslavie va être alliée avec, l'Allemagne, ju à partir de la fin mars 1941. Donc en gros, le gouvernement choisit de s'allier, le gouvernement est renversé, du coup les nazis envahissent la Yougoslavie, mais globalement, la Yougoslavie est traitée comme un territoire annexé, collaborateur, enfin, il c'est un petit peu entre tout ça. Il va être de fait occupé par, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie et la Bulgarie, donc il y a une nouvelle division territoriale. La Croatie devient un État «indépendant» entre guillemets, c'est-à-dire que, la Croatie va passer sous la domination des Ustashi, je le dis peut-être mal. Les Ustashi, c'est, des personnes qui sont séparatistes croates, fascistes et anti-yougoslaves. Ustashi, ça veut dire en croate, les insurgés. Ils vont, imposer leur dictature entre, en gros 41 et 45. Puis la Croatie va, entrer sous domination soviétique en réintégrant la Yougoslavie. Attention, la Yougoslavie, pendant, la guerre froide, a une position un petit peu particulière avec la dictature de Tito jusqu'en 1980, parce qu'elle ne va pas signer le pacte de Varsovie. En gros, Tito va essayer d'avoir une certaine autonomie, dans, l'URSS. Donc, il va essayer de créer une constitution qui reprend celle de l'URSS, donc on va être sur un modèle, fédéral et la Croatie devient une des 6 républiques populaires qui, sont appelées à partir de 1863 républiques socialistes. Donc il y a une lutte d'influence Tito versus Staline dans les faits pour la population locale, hein, c'est une dictature qui est très difficile. Il y a, je crois 35 ans de dictature sous Tito vu qu'il prend le pouvoir dès 1945. En 1991, la Croatie est un nouveau pays qui, profite, de la chute de l'URSS, du démembrement, de la Yougoslavie, mais en fait, dès la naissance de la Croatie, il y a une guerre civile entre 1991 et 1999. C'est la fameuse guerre civile yougoslave que accessoirement beaucoup de commentateurs, de la guerre en Ukraine ont oublié, vu qu'ils disaient que, quand ça allait éclater, beaucoup de gens, étaient étonnés qu'il y ait, de nouveau une guerre en Europe en disant qu'il y avait plus eu de guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, la guerre civile yougoslave, elle a fait beaucoup de morts, elle a été très difficile parce que en fait, les nationalismes se sont affrontés et globalement l'ennemi, juré, c'est l'ennemi serbe parce que, la population serbe, était, on va dire l'ethnie dominante, dans le fédéralisme, yougoslave et donc globalement, si on caricature, parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'on est serbe qu'on est, pour une fédération, hein, chacun a ses opinions, mais globalement, les Serbes, soutiennent plutôt une unité d'une fédération parce qu'ils la dominée et les, minorités ethniques, elles, vont se battre pour leur indépendance et voilà, hein, en gros, rapidement, mais vu toutes les nationalités qui étaient, pensées, à travers les personnages, on voit bien que, la Croatie, elle a eu plein de trajectoires, heu, elle a été traversée par plein de trajectoires de pays en construction, en évolution et cetera. Donc je m'étais dit: «Ça serait intéressant de faire un espèce de résumé à travers des infos que j'ai pris en cherchant en fait Dalmatie puis Croatie dans mon atlas historique». Voilà pour Ça coule de source. Eh ben, merci beaucoup pour ce point historique, effectivement extrêmement éclairant pour, ouvrir cette conversation parce que l'air de rien, c'est pas ça a beau être des pays voisins, c'est pas forcément et puis surtout de l'actualité même proche, ce qu'on connaît le mieux dans l'espace francophone ou du moins français. Donc, merci beaucoup Tam et surtout, ça éclaire en réalité pas mal la lecture, en amont ou après donc merci beaucoup et j'espère que ça pourra
intéresser, possiblement nos auditeurs et idéalement les lecteurs du roman. Ouais. En tout cas, voilà, c'était une petite, mise en perspective et bonsoir Méridienne, merci d'être là. Du coup, je passe, à la discussion. Bah, allons-y. Donc discussion, transition, sans bug, magnifique. Alors du coup, Albatanoir, je te laisse, présenter l'auteur et potentiellement la maison d'édition. Très bien. Je vais faire un petit point d'abord auteur. Après pour la maison d'édition, je crois que tu as été un petit peu plus studieuse que moi et tu as regardé un peu plus, mais heu, excusez-moi. Alors notre auteur, donc s'appelle Ante Tomić. A priori, c'est comme ça qu'on le prononce à peu près, comme l'annonce d'ailleurs, l'édition, la traduction, très bien pensée en mettant en début d'ouvrage, des indications sur la prononciation de certains termes. Donc, notamment ce C avec un accent, ce qui est très étranger, pour des francophones. Notre romancier est aussi, scénariste et journaliste et il est né en 1970, donc en Yougoslavie. Ses talents littéraires sont déjà sensibles, dans sa première carrière en tant que journaliste, local et ce qui l'amène, assez rapidement, à considérer une carrière littéraire et il publie d'abord un premier recueil, en donc de nouvelles ou de chroniques en 97 et un premier roman, en 2000 qui a été traduit en français, sous le titre «Qu'est-ce qu'un homme sans moustache?» et qui est déjà, comme nous le verrons, pour le roman, que nous allons discuter, dans le registre de la satire et de la comédie et il est publié en France en 2023, donc dans cette fameuse maison d'édition, et avec le même traducteur et ensuite, j'ai noté en gros qu'il va publier ensuite 3 ans plus tard, un roman sur les recrues de l'armée populaire yougoslave, qui n'a pas été traduit en français à ce jour, mais qui a été en tout cas, adapté au cinéma. Donc je n'ai pas pu vérifier s'il était, facilement, accessible en ligne, pour, même pouvoir le voir, à temps. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, si en tout cas, l'auteur vous intéresse, peut-être que, le film vous permettra de découvrir en tout cas, ce roman indirectement. Ensuite, on a un troisième roman qui a aussi pas été traduit qui sort en 2005 et en 2009, nous avons un quatrième roman qui lui a été traduit à nouveau et édité, par la même maison d'édition, et qui a été traduit sous le titre «Miracle à la combe aux aspics» et qui d'après son résumé semble, être encore plus proche du roman qu'on va discuter, parce qu'on a encore une description d'une espèce de microcosme, d'une micro-société dans une tonalité très, très comique. Sauf que là, on ne sera pas sur une petite île, de Dalmatie, mais dans un petit hameau, en presque totale autarcie, sur un flanc de montagne, pardon, dans la RPI. Et donc en 2011, nous avons un 6e et roman et ensuite nous avons le roman aujourd'hui qui est paru en 2024 aux éditions donc Noir sur blanc et qui est à nouveau traduit par Marco Despo ou Despot, je ne sais pas comment on prononce son nom exactement et qui avait donc traduit les 2 précédents. Je voulais aussi noter que, en 2017, ce qui peut donner un certain éclairage sur, la lecture et la compréhension, de son œuvre en général et de ce roman en particulier, l'auteur va signer la déclaration sur la langue commune des Croates, des Serbes et des Bosniaques et des Monténégrins. Donc j'ai pas énormément d'informations sur le contexte vraiment de création de cette déclaration et de ses conséquences potentielles, dans la foulée sur les politiques publiques ou sur, juste, l'éclairage que ça a pu avoir au sein de cette région, extrêmement riche et extrêmement, diversifiée. Mais, en tout cas, savoir qu'il était propice à ce genre de choses donne comme je le disais, un certain éclairage quand même, je pense, sur son travail et sur les personnages et sur les espaces qu'il met en scène et donc sur une portée potentiellement, culturelle et donc politique aussi de son travail. La même année, il va remporter plusieurs prix, parce que je vous disais qu'il était journaliste, romancier et aussi scénariste. Il a eu, plusieurs prix dont celui du meilleur scénario au festival de Raindance pour le film, je vais même très mal le prononcer, j'en suis navré, Ustav Republike Hrvatske, un film de Rajko Krlić. Pareil, je dois très mal le prononcer, j'en suis navré. Je peux vous noter le titre en tout cas si vous voulez, si de même le film est peut-être, accessible en ligne et concernant la maison d'édition, je pense que tu as plus d'informations, Tam, que moi, mais en gros, la maison d'édition semblait très ouverte à différents pays européens pour justement permettre, le
enfin la découverte d'auteurs européens, peut-être moins traduits que des anglophones ou que je sais pas même, peut-être des espagnols ou des italiens, des littératures peut-être plus présentes sur nos dans nos librairies, en tout cas en France. Et effectivement, déjà avec 3 romans de cet auteur-là, il semblerait que ce soit un peu leur tête de file pour la Croatie. Mais tu as peut-être quelque chose à ajouter, de plus éclairant encore, derrière? Heu, Bah, c'est un des objectifs, en fait, de cette, maison d'édition qui a, Mmh, en fait, qui a plusieurs collections, dont une sur, l'ex-Yougoslavie et qui veut, en fait, créer des ponts un peu culturels. Parce que c'est vrai que, mmh, même pour des gens de la génération qui vient après la fin de la guerre froide, il y a quand même toujours cette, coupure entre, nous qui vivons, du côté occidental de l'Europe et l'Europe, ce que nous on appelle l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Et donc voilà, c'est une maison d'édition qui essaye de faire connaître les auteurs de ces coins-là, en tant qu'auteurs européens, en essayant de pas, en faire quelque chose d'exotique. Voilà, oui, comme s'il y avait encore un peu un rideau de fer en réalité, notamment sur le transit culturel c'est ça. dans les faits actuels. Et en même temps, on est, assez ignorant et d'ailleurs, Méridienne le dit, c'est étonnant la vitesse à laquelle l'ex-Yougoslavie s'est révélée comme but touristique. C'est vrai qu'en fait, Oui, c'est enfin, la ça par contre, oui. c'est ça. Et il y a, une grande partie de la population qui y vit, qui a vécu la guerre civile et beaucoup d'horreurs quand même et potentiellement, les plus âgés, bah, la dictature, de Tito également. Et en fait, nous, tout ça, on l'ignore complètement. Et franchement, quand j'ai pris mon atlas historique, qui est donc l'atlas historique de Christian Gratalou, qui est super parce que quand on l'achète, après, en fait, on peut avoir les versions numériques des cartes. Et donc, on n'est pas embêté. Mmh, Ouais, il y a tout un système de codage dans le bouquin, donc c'est super. Bref, je fais la pub pour cet atlas historique, mais je n'en ai aucun intérêt, hein. Et en fait, bah, franchement, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose, je suis vraiment, j'ai gratté pour avoir, toutes ces infos et souvent, en fait, c'est la marge. C'est une marge de notre, mmh. vision de notre horizon, voilà, c'est vraiment une marge, de notre horizon, donc voilà. Du coup, ça fait du bien de lire un bouquin comme ça et de voir, justement tous ces personnages qui viennent d'horizons très différents et en même temps, tous les personnages qui sont présents, renvoient à, une domination historique. Mmh. Et ça, c'est pas mal, quoi. Donc, certes, on a des Croates, on a quelques Serbes et puis, en fait, progressivement, même les touristes qui viennent, bah, Et ils des touristes. sont ouais, mais c'est des Allemands, Ouais, ouais. donc c'est en fait, il choisit pas, ses nations par hasard, ses Il nationalités faudrait que par hasard. je vais donc finir avec le petit pitch Oui, pardon. pour pas que ce soit non, parce que tu vas déjà sur l'analyse, mais c'est très bien. Donc, de toute façon, le pitch sera enfin, la remarque là de Tam sera très claire pour vous dès qu'on vous donnera le pitch si vous l'avez pas encore lu. Moi, je l'ai résumé globalement comme ça et n'hésite pas à ajouter quelque chose. En gros, le roman s'ouvre et va suivre globalement un jeune Syrien qui s'appelle Selim, qui donc fuit son pays en traversant la Méditerranée et malheureusement, au sein de la tra pendant la traversée, son bateau fait naufrage et le laisse échouer sur, la côte adriatique, alors qu'il cherchait à rejoindre l'Italie. Sauf qu'il va arriver sur certes une île de Dalmatie, mais une côte croate. Donc à partir de là, il va être, pris en charge par le commissaire de police local, qui a peu l'habitude d'avoir beaucoup à faire. On va pas se mentir. Et donc il a beaucoup de temps pour lancer, diverses entreprises dans tous les sens du terme et plus ou moins foireuses. Le roman va alors, en gros se concentrer sur tout le microcosme de cette île à travers une sélection de personnages, choisis, qui, donnent un peu la saveur, de la population locale. À un moment de célébration de la sainte de la région, donc Sainte Marguerite, qui promet une assistance, aux couples qui ont des difficultés à avoir des enfants et qui donc dans le calendrier orthodoxe est célébré le 30 juillet. On a heureusement, tu m'a fait vérifier ça tout à l'heure. Donc en plus on est pile à la période où, le roman pourrait se dérouler.
On va donc dans cette grande farandole, on va dire, de personnages, on va croiser, le prêtre qui gère les donc des touristes un peu désespérés. On a une bande d'amis du commissaire qui ont leurs propres problèmes et leurs propres défauts surtout. La famille du commissaire, notamment à travers, ses filles qui sont en pleine adolescence et l'aîné en particulier, ou alors encore une espèce de riche m'as-tu vu, qui vient après apparemment de tout perdre, qui essaie de le cacher, mais qui a tout perdu et il est accompagné d'une très jeune petite amie et ils viennent d'accoster avec leur yacht dans la baie. À partir de là, que va découvrir ce jeune Syrien au sein de cette grande ronde de personnages assez bigarrés? Bah, un peu de folie, un peu de douceur, un peu d'étrangeté dans tous les sens du terme, et globalement, bah, un peu comme le lecteur qui va, généralement n'a pas forcément du tout, le même ethos que le personnage de Selim, mais qui aussi débarque, un peu d'un ailleurs, même si possiblement c'est un lecteur qui pourrait être, de la région. Mais il y a un côté, voilà, qui débarque dans cette ville qu'il ne connaît pas trop et à un moment particulier et donc l'intérêt c'est de découvrir tout ce qui se passe et donc dans notre cas, un regard d'autant plus étranger, même si encore une fois on n'est pas très, très loin de la Croatie. Mais donc voilà, donc on va suivre ce personnage-là et découvrir, tout ce qui se passe à cette période de l'année et tous les rebondissements, à travers ces personnages, assez diversifiés. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Tam? Non, non, si ce n'est que Selim, c'est le prénom arabe pour, Soliman et que Selim a une particularité, c'est qu'il est très beau. Oui, Or, le conquérant de la c'est vrai. Croatie qui était ottoman, c'était Soliman le magnifique, voilà. Je pense que Ah, c'est fait je exprès. n'y avais pas pensé comme ça, mais bien joué, bien joué. Voilà. Donc je pense qu'il a fait exprès, mais voilà. C'est possible, oui, c'est crédible. Alors, comme tu disais, c'est un peu, on va suivre pas mal de petits personnages autour de leur, vie, hein, quotidienne, donc toi, tu disais, bah, chaque chapitre, au final, c'est une scénette de la vie quotidienne et Ouais, l'auteur a une écriture qui est très scénique. ouais. Bah, le chapitrage est fait en plus avec des chapeaux, un peu à la manière, un peu Rabelais ou Boccace, dans le Décaméron par exemple, où, ça va résumer globalement ce qui va se passer de manière un peu cryptique, un peu, enfin, faut un peu attirer, faut un peu de donner l'action, faut enfin, il y a un côté un peu proverbial aussi parfois dans certaines formulations en français du moins de ces chapeaux-là. Et effectivement, on va suivre, alors c'est pas comme si on avait une focalisation interne pour chaque chapitre avec un personnage en particulier et ça changerait à chaque fois. Mais il y a un côté un peu historiette qui se suivent avec les personnages qui se croisent et évidemment, il y a quand même une vraie narration au sens de construction temporelle. Mais il y a ce côté très effectivement, scénique d'un endroit précis au sein de la ville, grosso modo, avec, tel ou tel petit personnage à ce moment-là, qui va possiblement, avoir des mésaventures ou voilà, ou raconter quelque chose. Et donc il y a voilà, chaque chapitre est un peu ouvert-fermé. Donc c'est pas si commun, je trouve, en tout cas dans les romans français actuels. Donc je trouvais pas ça inintéressant comme forme. Et ce qui m de mon à ma lecture en tout cas, a amené des aspects très positifs et aussi négatifs, l'air de rien, à la lecture, pour suivre l'action et pour, prendre un peu les chapitres comme, parfois juste une espèce d'historiette ou un événement qui peut être amusant ou pas et donc voilà, je trouvais que ça avait des qualités et des défauts. Je sais pas comment toi tu l'as perçu, mais je trouvais Alors ça intéressant, mais pas ça m'a pas parfaitement convaincu. alors moi, alors j'ai appris que, on appelait ça un argument. L'espèce de Mmh. petit résumé de chapitre qui est, en début de chapitre. Et c'est vrai que le ton est très sérieux et il y a un côté, cryptique. Ça crée un côté désuet parce qu'effectivement, dans l'ancienne littérature, ça se faisait beaucoup. Mais c'était une Mmh. époque où la manière de lire était très, différente. C'est-à-dire que, il y avait des grosses marges pour que, le lecteur lui-même annote et fasse un espèce de résumé à sa sauce. Et donc, Mmh. moi, je l'ai vu de manière un peu désuète et en même temps un peu, moqueur parce que le ton est très, très, sérieux. Parce qu'effectivement, cette habitude d'avoir un argument, c'était partagé, alors l'époque que je connais la mieux, c'est l'époque moderne. À l'époque moderne, c'était de la littérature comme des, traités, savants et cetera. Tout le monde faisait ça. Toutes les éditions faisaient ça Mmh. le genre, qui a le plus, conservé cette habitude le plus longtemps, c'est les traités.
donc les traités scientifiques. Donc il y a un côté un peu sérieux, voilà ce qu'il va falloir avoir compris à la fin de mon chapitre et en fait, là, on lit quelque chose qui est très facilement compréhensible. Les chapitres sont très, très courts et du coup, moi, pour moi, je suis rentrée dans une farce. Je l'ai lu vraiment comme, l'auteur écrit, une farce. Toi, tu dis satire, effectivement, hein, mais, je l'ai lu un peu comme une farce à l'ancienne, tu sais? Un peu en mode, Mmh. Molière, quoi. Voilà, Bah, c'est pour ça que ouais, ça m'évoquait Rabelais et Boccace pour le coup, mais c'est vrai que enfin, chez Rabelais et Boccace, c'est parce qu'il y a aussi pas mal d'événements, enfin, c'est des choses ça c'est vraiment des enfin, pour le Décaméron, c'est quand même des chapitres plus longs et puis c'est des histoires donc très très séparées qui n'ont pas grand-chose à avoir entre elles, entre guillemets et moi je l'ai perçu plus enfin, comme un clin d'œil peut-être à ça, à ce genre de littérature-là, moins sur les traités, mais parce que c'est des choses que je lis moins, mais donc pour avoir lu Rabelais et Boccace, effectivement, ça m'a évoqué ça tout de suite au début, ça m'a amusé et finalement, ça m'a un peu j'avais du mal à savoir trop pourquoi parce qu'effectivement, vu qu'on comprend globalement ce qui se passe, c'est pas des longs chapitres, il y a pas non plus 15 000 rebondissements par chapitre. J'ai un peu douté de l'intention, si ce n'est ce côté très genre, il fait des scénarios, il s'intéresse aussi à la scène et donc il y a ce côté théâtral qui est aussi dans la forme, par donc ses arguments. Au-delà d'avoir des chapitres courts avec des actions entre guillemets «simples». Hem et sur la longueur, ça m'a enfin, j'ai du mal à comprendre, donc j'ai essayé de trouver voilà une raison, mais je sais pas si vraiment, finalement, c'était utile, tu vois? C'est ça que je veux dire. Mmh. Je sais et vu que j'ai pas regardé ses autres romans, j'ai pas eu le temps de le faire avant là qu'on en parle. Je sais pas si c'est quelque chose qu'il a déjà fait ou qu'il peut faire à chaque fois, je sais pas du tout. Donc si là, ça peut être un choix spécifique, pour ce roman-là, mais mouais, ça m'a moyen convaincu sur la longueur, en tout cas. Bah, Méridienne dit, s qu'elle, elle l'a vu de manière très ironique et Ouais, moi aussi. Franchement, c'est possible, c'est ça se tient aussi effectivement. Moi, je l'ai pas perçu comme ça, mais maintenant que tu le dis, ça enfin, je comprends tout à fait, en tout cas, ta confrontation enfin, votre confrontation, en l'occurrence, à la chose. mmh et je vais en lire un, par exemple. Ouais, Heu, il y en a en vrai, moi, c'est ce qui me faisait, rigoler. bah, il y en a un ou Parce 2 qui qu'en sont drôles, lisant effectivement, en lisant mais ça, pas j tous. je me disais le décalage, notamment entre le vocabulaire utilisé et tout et ce qui va se passer, parce que du coup, on sait ce qui va se passer, heu, moi, ça m'a fait rire. Donc par exemple, chapitre 13. Dans lequel on assiste à un dialogue entre le sage Hylas et l'honorable Philonous, tout cela étant plutôt ennuyeux jusqu'à ce que deux jeunes femmes se mettent à se lutiner. Ça, par exemple, enfin, ça fait très farce, heu, un peu grotesque et moi, ça me fait penser, ouais, à l'époque moderne, quoi, parce qu'on Ah oui, on non, voit très bien la scène et c'est ouais, moi en fait, ça je trouvais que c'était un peu le ressort comique, notamment par ironie, oui. quoi. Mais je pense que c'est aussi je sais pourquoi, c'est parce qu'en les lisant, ils peuvent être un peu amusants, mais après donc je me remémore la scène et donc comment il décrit la chose et finalement la chute m'a pas fait rire, en fait. Je l'ai trouvée un Mmh. petit peu un peu lourde, mais ça, c'est un autre point qu'on pourrait aborder sur la tonalité globale. Mmh. C'est aussi je pense que c'est pour ça, c'est qu'il y a il y a la vie rétrospective, après avoir lu le chapitre et avoir lu le roman où, voilà, il y a une tonalité qui possiblement m'a peut-être moins convaincu ou du moins, a été un peu plus mitigée peut-être que de ton côté, je sais pas. Mais on Mmh. pourra peut-être y revenir plus tard si tu veux, on peut rester sur un peu la forme, globale si tu le souhaites. Mais oui, certains étaient très drôles parce que ça m'évoquait des références que j'aime bien, mais je sais pas. Je pardonnais peut-être moins des choses un peu grasses que je pardonnerais plus facilement à Boccace ou Rabelais par distanciation, historique, je sais pas. Ouais, 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 certainement. Moi, j'avoue qu'en le l'ayant lu, comme une farce et puis c'est une satire sociale, donc on sait que les personnages vont être Mmh, caricaturaux. Donc on s'attend à voir le libidineux, le riche, ouais, enfin, moi perso, les personnages, l'avare. voilà, les personnages, pour moi, ils représentent, des traits, psychologiques et pas du tout, des personnages qu'il a voulu profonds et tout et il les ridiculise tous.
Donc C'est ce moi qu'il dit en interview justement, que c'était vraiment son attention et qu'il aime faire ça en général, qu'il construit, il aime construire ses personnages autour de défauts, parce qu'il trouve que c'est ça qui que tu peux vraiment tourner en ridicule plus facilement et oui, en termes d'appropriation ou de rejet du personnage, c'est toujours plus simple évidemment et ça peut être d'autant plus, amusant et que donc fatalement, il y a jamais effectivement énormément de profondeur et enfin psychologique ou juste, de fiches personnages très, très précises et donc parce que pour lui, effectivement, c'est ce qui l'amuse et c'est ce qui amène à un ressort comique, selon lui, ce qui effectivement, a toujours plutôt fonctionné dans l'écriture. Mais peut-être, même si je comprends la démarche et qu'elle fonctionne bien, hein, sur le papier, peut-être que, oui, c'est peut-être un peu trop convenu pour moi ou parce que c'était un peu galvaudé ou peut-être des cas en fait, il y a je trouve qu'il y a des tournures de phrases ou de dialogues ou de situations qui sont très chouettes, qui sont même parfois, je trouve justement un peu plus personnelles ou un petit peu plus inattendues par rapport à ce que j'ai pu lire dans ma vie sans doute. Mais la plupart, je suis un peu: «Ah oui, bon, c'est l'intérêt c'est pas la surprise, j'entends, mais peut-être ouais, que je l'ai trop lu, trop vu ou que je sais comment ils vont réagir». Et donc ça m'a un peu moins convaincu, mais peut-être que je l'ai lu de manière trop sérieuse aussi, c'est possible, sachant que lui veut absolument ne pas être sérieux. C'est son intérêt justement, c'est d'aller contre, de ce qu'il explique, en tout cas de ce que j'ai pu entendre de lui. Son intérêt, c'est évidemment de faire des choses un peu drôles et un peu comme ça parce qu'il part du principe que c'est moins pris au sérieux par l'institution en général en culture, on va dire, et ce qui est vrai et oui. que, lui veut s'amuser et donc il a cette démarche-là pour ce lectorat-là aussi. Mais il y a pas que ces personnages qui font des remarques un peu grasses et donc c'est pour ça que je regarde reste un peu mordicus à être un peu, mouais, sur certains aspects quand même d'écriture. Mais je sais pas si toi de la narration t'a gêné ou pas? Pour moi, le narrateur, c'était un de ces, types qui restent au PMU, jouer enfin, c'était un de ceux-là, quoi, donc un de ces hommes, que bien sûr dans la vie réelle, on n'a pas envie de croiser et qu'on croise encore trop régulièrement. Mais pour moi, en fait, tout ça, ouais, moi je l'ai vraiment lu sous l'œil de la moquerie et sous l'œil du ridicule, même le narrateur. Donc moi Mmh, je pense que OK. je l'ai pris beaucoup moins sérieusement, Mmh. et après c'est sûr que, bah, il y a un côté un peu gras, très redondant, sur le physique des femmes et tout et moi je me suis juste dit, «Mais en fait c'est hyper dur de faire rire en écrivant, c'est très, très dur». Il Mmh y mh. a ça arrive très rarement et soit c'est pour moi, hein, mon expérience, que j'ai, retenue, c'est ce qui me fait rire, c'est soit des trucs très certainement pas prévus par l'auteur pour faire rire, mais que moi je trouve comique parce que la situation, je la trouve, complètement, hem alambiqué, enfin ou même, caricatural, soit, bah, c'est ce genre de bouquin où le bouquin te dit d'emblée, «Je vais faire une caricature, faut pas y voir, un pamphlet, mais quand même je vais me moquer de tous mes personnages» et moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il les a tous tournés en ridicule. Oui, Il ça y au moins a, il est égalitaire. voilà, Globalement, il y a aucun il a personnage, ouais, faut qui n'est laisser pas pour compte, ouais, ouais. problématique et qui n'est pas, pas présenté comme, problématiques. Ils pour moi, ils sont tous problématiques et l'auteur assume qu'ils sont tous problématiques et en même temps, bah, quand tu regardes, ce que moi perso je trouve de problématique chez ces personnages-là, bah, c'est des traits très communs. C'est des choses qu'on Oui, peut, oui, oui. avoir, voilà, Ah bah, oui, tu oui. voilà, tu peux tu donc en fait, moi j'avoue que, ça les petits arguments, ils me faisaient rire et après ça me faisait sourire de me dire: «Ouais, voilà, il a tourné en ridicule de cette manière-là». Mais, Mmh. le narrateur, il est lourd, mais pour moi, il fait partie de cette petite société. OK, parce qu'effectivement, moi, les certaines remarques que je pouvais trouver un peu lourdes sur véritablement, je sais pas, un détail, vraiment, au sein d'un dialogue d'un coup où, on parle du sexe d'un tel, on parle des seins d'un tel ou alors le fait qu'au début alors peut-être parce que voilà, forcément enfin, je veux dire, je suis plus touché par ce genre de choses, j'en sais rien, mais en gros, où, il faut vraiment dire, même en tant que narrateur, rajouter dans la façon de le décrire que,
En gros, au début, Selim se retrouve sur la plage, il est secouru par des touristes qui sont nudistes. Il est un peu choqué, c'est un peu rigolo, très bien, effectivement. On imagine la scène, on se projette, même un peu cinématographiquement parlant, on peut imaginer les plans qui sont mis en avant. Parce qu'il se retrouve face à deux vieux bedonnants tout nus, et alors il a failli se noyer. Enfin, genre, c'est triste, mais c'est un peu drôle. Et effectivement, après, il est récupéré, en gros, par un bateau avec le commissaire qui va l'amener donc au sein de la ville et au commissariat. Et là, tu as une remarque du narrateur, en plus, donc au début du roman, qui fait oui, en suivant, en gros, enfin, en étant en pleine mer, machin, il voit sur la plage qu'il y a un couple en gros, qui font la chose et de manière, en gros, éhontée. Et en fait, je me dis, mais en fait, ce serait une plage nudiste possiblement qui serait hétérosexuelle parce que c'est apparemment une plage plutôt visitée par des gays. Il l'aurait pas décrit comme ça en fait. Ça aurait été bizarrement les gens sur le bateau auraient trouvé ça peut-être sexy. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Et ça, c'est une remarque de narrateur et pas une remarque de personnage. Et en fait, il y a plein de moments comme ça où il en rajoute en tant que narrateur. Et il n'y a pas besoin, parce qu'on a compris que les personnages étaient peut-être choqués ou excités ou par telle chose ou telle situation, de manière un peu grasse, c'est très bien, ça nous arrive à tous, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il en rajoute parfois, et c'est des petites remarques comme ça qui pour moi n'apportaient rien. Donc le narrateur m'a un peu gêné en mode genre: «Mais qu'est-ce que tu fous là, frère?» Genre, on suit tes personnages, c'est ça l'intérêt. Tais-toi, reste sur le côté, et j'ai eu du mal à, comme toi, peut-être l'intégrer au sein de ce microcosme qui serait donc, une espèce d'énième compère de PMU, des on va dire du petit cercle qui connaît un peu tout le monde, donc c'est le cercle d'amis autour du commissaire, grosso modo. J'ai eu plus de mal en tout cas à l'intégrer, ça m'a sorti plus de la lecture qu'autre chose en réalité. Ouais, ouais, à moi non. Puis en fait, Bah, souvent le narrateur, il prend le point de vue des personnages, qu'il montre et oui, il oui, montre mais des ça oui. personnages qui sont intolérants. Il me semble que dans les chapitres, on voit plutôt des nanas, il prend leur point de vue aussi, hein. Par exemple, dans le chapitre où, il suit la dame qui est bigote là, je crois qu'on Mmh. a il va dans son sens, dans sa manière de décrire les choses, je crois. Ça serait à Ou regarder, je crois. oui, il y a des moments, il le fait, mais sur certains commentaires de ce qui peut se passer, la description de ce qui se passe et qui peut être perçu par les personnages, et je sais pas, il y a un pour moi, c'était pas parfait. Parfois, ça arrive effectivement, mais parfois non. Donc sur certains trucs, tu te dis genre: «OK, j'ai un peu le point de vue du narrateur possiblement sur ce qui se passe». J'ai du mal à faire une différenciation potentiellement entre Ouais, l'écrivain et vraiment le narrateur en lui-même. Enfin, tu vois? Je suis un oui. peu là, bon, pourquoi? Enfin, je veux dire, est-ce que Ah tu veux ouais. juste encore une fois, est-ce que c'est juste pour donner des coups de coude à ton lectorat qui est possiblement formé à la base surtout de vieux dudes blancs hétérosexuels comme toi? Ou, parce que je suis je lis ça de manière trop sérieuse sans doute? Ou effectivement, il faut faire entre guillemets «peut-être cet effort» ou se laisser porter comme toi tu l'as fait et pas se poser de questions. Je sais pas, mais j'ai un peu levé des sourcils de temps en temps en disant: «Ça, c'était pas utile», par exemple. Bah, moi, en fait, comme il va dans le grotesque, pour moi, le narrateur, il est mais en fait, c'est un peu ça, c'est comme il est dans l'ironie, le narrateur en rajoute des couches pour se moquer des personnages Mmh, qui sont en fait, c'est eux qui sont ridicules sur leur petite barque, à faire tous comme si, ils ne voyaient pas ni n'entendaient pas ce que tout le monde voit et ce que tout le monde entend parce qu'en fait, juste, leur intolérance ouais. les empêche d'être naturels à ce moment-là. Je suis sur, par Bah, vu le exemple, quand, message global du roman, je comprends, mais bon, ouais. vas-y, dis-moi? Bah, quand donc je sais comment elle s'appelle? Joséphine se retrouve toute seule après la fête religieuse dans le marché, le narrateur, est complètement, il va complètement dans son sens comme quoi elle est la personne la plus malheureuse et tout, alors qu'en fait juste elle s'est disputée avec son mari quoi. Heu, je sais pas, Mmh, non, moi, mais j'ai après ça peut l'impression que le narrateur était là pour, rajouter une couche de si jamais tu l'as ouais, pas compris, on se moque des personnages. Mais effectivement, je l'ai d'accord. pas lu de manière, sérieuse. J'avoue Bah, que ou peut-être qu'en tant que lectorat, j'avais pas besoin de ça, mais qu'il pense que c'était nécessaire et ça l'est peut-être effectivement de manière plus globale. C'est possible aussi, effectivement. parce qu'après Mais en tant qu'auteur, donc tous ces personnages qui sont des caricatures, il va les mettre en face d'une altérité qui les dérange, et oui, il va ça globalement, les faire oui. tout sauf évoluer. Donc enfin, pour moi, il se moque vraiment d'eux. Donc en vrai, on a quand même pas mal d'altérité. On a, bah,
la question de la sexualité, les religions, avec justement cette, Joséphina qui est catholique et qui va, par, désespoir, se tourner vers une sainte qui est orthodoxe et Mmh. qui va faire des réflexions, pas très, ouvertes d'esprit, sur les religions, qui ne sont pas catholiques. Bah, il y a tout ce qui est racisme, hein, Selim, tout le monde, même ceux qui sont gentils avec lui, vont l'appeler l'arabe. Hem, il y a la question des genres. Moi, je trouve que c'est ce qui revenait le plus, souvent parce que, bah, les mecs passent leur temps à mater les nanas, donc voilà. Il y a le classisme avec ce vieux, beau, qui vient avec son yacht et qui en fait a tout perdu et il y a tout ce qui est un peu xénophobie et la question du surtourisme. Donc en fait, moi, je trouve que l'auteur, lui, il prend pas mal de facettes de ce qui Mmh. nous rend, en tant qu'humains, intolérants. Et il tous ces personnages sont intolérants sur au moins une de ces facettes-là et pour moi, ils s'en moquent. Mais j'avoue que, du coup, j'ai pas du tout la même lecture que toi. Bah, sur la démarche, oui, c'est vraiment sur la forme, sur les expressions de narrateur qui pour moi n'étaient pas utiles, en tout cas et Ouais, ou du moins je l'ai mal positionné, mais voilà, c'est toujours la question de quelle focalisation, c'est quelle ça. présence, quelle Et puis quel, surprésence possiblement du narrateur. dans quel, état d'esprit tu lis le bouquin? Mais tu vois, Méridienne dit: «Le narrateur est comme le Ouais, cancanier sur la place du village, tout le monde y passe, ça ne m'a pas gêné». Bon et carrément, moi, enfin, on peut le voir je le comme vois ça, bien oui, le c'est village ça se et tient. je vois bien le gars avec sa avec son demi de blonde là, commenter toutes les petites scénettes et c'est à travers lui qu'on a le truc, quoi. Oui, il Mmh. a tout perdu, y compris son intimité complètement et puis du coup, il doit se rapprocher, de la plèbe là, ouais, 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 non, moi j'avoue que, le narrateur ne m'a pas gênée dans le sens où dans ma tête, je l'ai traité comme un des personnages. On a des Mmh. noms, oui. Donc voilà, mais je comprends ton idée et effectivement, peut-être, prévenir que, c'est une farce, ils sont caricaturaux et il y a pas de Bon, morale, du bien type, sûr. bah, en fait, ils ont tort d'être intolérants, pas du tout, hein. Bah, c'est un enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'il le formulerait, je pense, l'auteur, mais il y a un peu de ça dans le sens où il part du principe que tout le monde, vit un peu les mêmes choses dans ses problèmes, ses limites et aussi ce qui les rend heureux, je pense. C'est un peu globalement cette démarche aussi, qu'il y a plein d'altérités qui sont rassemblées, par rapport juste à l'histoire de la région et aussi par, bah, les touristes qui sont différents, par, Selim en l'occurrence qui est l'étranger par excellence et des choses comme ça. Mais que bon, bah, ils peuvent être rassemblés et possiblement, gênés ou dans l'opposition sur les mêmes sujets ou sur, les mêmes objets en tout cas. Donc il y a un peu de ça, mais pas comment dire? Pas dit de manière morale, dit de manière, regardez-vous avant et regardez autour de vous et en fait, on est tous un peu pareils, dans notre intolérance, dans notre incompréhension et cetera. Mmh. Ouais, ouais, ouais. D'où Ouais. l'aspect ironique où il retourne en fait un message un peu moral de c'est pas on est tous pareils, ouvrons-nous les bras. Non, c'est on est tous pareils, on peut se rassembler sur certaines choses, notamment la nourriture dans ce roman par exemple, Mouais. mais aussi sur le fait que, d'où qu'on vienne, on peut être gêné par des PD, en l'occurrence, c'est un peu ça par exemple à l'ouverture et Ouais. on peut avoir une espèce de, comment dire? De volte-face un peu bizarre par contre quand c'est des meufs. Donc ça pour ça oui, mais effectivement je l'ai lu de manière trop sérieuse, je suis pas le lectorat premier pour ça peut-être aussi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Après moi la fin, j'ai bien aimé parce que je savais que le titre original, du bouquin, en fait, ça vient tout à la fin, c'est, Ouais, Nada ouais, et c'est vrai que je l'ai pas dit dans le pitch, mais ouais, ouais. du coup je me demandais pourquoi ça s'appelait Nada et donc tout à la fin, ça nous explique, Ouais, et à la comme fin on Méridienne le rappelle là. oui, ils ont le courage de fuir et ils appellent leur bébé, Nada. Oui, mais Mmh, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, ceux qui sont restés là, bah, ils sont dans leur immobilisme. Donc on voit, ce curé enfin ce prêtre, pardon, qui au final, ne croit pas en la vie après la mort. Donc on peut se demander, quel est le sens de sa foi quand même. Lui, bah, il est toujours là, à montrer toujours des photos.
Il y aura toujours des couples, qui sont désespérés de pas avoir d'enfants et qui, Il fait tourner la boutique. voilà, c'est ça. Hem, En fait, à part ceux qui sont partis, tous les autres, ils restent là et parce qu'ils représentent une grande partie de la population qui Mmh. garde, ses préjugés et ouais et ses intolérances et moi, j'ai bien aimé parce que je pense que c'est tous des personnages qui se considèrent comme, des bonnes personnes Oui, et qui du clairement. coup ne se remettent pas du tout en question et du coup toutes ces petites péripéties, ça les traverse. Mais au final, leur quotidien, il bouge pas et donc ils peuvent garder leur statut social de: «Bah, moi je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, je suis le curé, je suis une bonne personne, je suis le chef de la fanfare, je suis une bonne personne, je suis le policier», tu vois? Ils ont tous au final, un truc auquel se raccrocher mais il y a personne qui bouge. Quand on se dit: «Bah, tiens, le le chef de la fanfare, il va pas survivre à à son couple, et même ses amis se disent: «Ah ouais, dis donc, il risque d'y avoir, un meurtre», tu vois? Et bah, personne ne bouge. Donc il y a ce côté-là, effectivement, à part les quelques personnages et ils sont que 4 il me semble, à partir bah, je prends pas Josefina et son mari parce qu'en fait, ils représentent, ceux qui sont de passage. Mais il y Mmh, en a que 4 qui s'enfuient et il y en a qu'une qui est de là-bas et qui s'enfuit vraiment. mmh. En fait, il y en a qu'une qui, évolue, tous les autres, ils continuent leur tracé, quoi. Oui, oui, c'est un peu la nouvelle génération qui déjà est ouverte sur autre chose et qui parle anglais déjà, qui parle très bien Ouais. anglais par rapport à la génération du dessus qui a du mal. C'est aussi un ressort qui revient souvent, au sein de la narration sur les on va dire la barrière de la langue. Hem, oui, effectivement, il y a justement voilà, ils sont obligés de partir, pour, éviter la bétine locale qui, en fait, c'est aussi possiblement qu'ils sont un peu bêtes, je crois, mais ils partent du principe que les autres le savent pas et c'est ça m'a fait un peu rire pour le coup. Le côté, ils savent tous qu'ils sont un peu ils connaissent un peu leurs défauts, leurs problèmes, ils veulent les cacher, mais en fait, ils savent que tout le monde est au courant, mais ils veulent pas le voir. Bah, ça, Ça, c'est ça un peu fait rigolo, très sociabilité de petit village, hein. oui, oui, mais c'est ça Puisqu'ils qui, se ça connaissent m'a tous amusé, ouais, exactement, ouais. leur naissance, ils ont, voilà. C'est ça, Meridian dit: «Ils ont leur place et leur rôle et ça leur suffit» et au final, bah, Ouais. en fait, c'est la majorité des gens. En fait, à partir du moment que tu es à ta place, bah, tu es pas obligé, de déconstruire, ta Ils ont société. pas envie. Tu es Vu que ça tourne. confortable, ça tourne, tu es confortable, et tu es Oui, même dans puis les à clous. chaque année, il y a la C'est rassurant. Sainte-Marguerite, les Voilà. touristes sont là à la même période. Là, l'élément extérieur, justement, Célim, bah, il faut un peu l'intégrer, en faire quelque chose. Donc, on va l'intégrer un peu dans le système de magouille du commissaire parce qu'il faut en faire quelque chose. C'est un peu ça. Et donc, oui, les éléments un peu extérieurs, il faut qu'ils soient un peu mêlés ou un peu teintés par ce qui se passe. Ou entre guillemets, bon, bah, où ils arrivent à s'intégrer un peu comme ça, ou bon, bah, finalement, ils seront amenés à partir ou à vouloir partir. Ça pour ça, je trouve qu'il le fait très bien, enfin ça fonctionne très bien et ça me surprendrait pas que ce soit donc quelque chose qu'il ait déjà mis en scène et qu'il aime vraiment faire, sur plusieurs de ses romans jusqu'à aujourd'hui. Ouais et complètement, Selim peut servir à quelque chose et c'est ça, enfin moi j'ai adoré toute la comment ça dans un kebab, il y a pas de porc? Globalement, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que je l'ai pas du tout pris, au sérieux et j'ai Bah, même, ri quelques fois. Donc pour moi, pari réussi. non, moi je l'ai ricané aussi, mais c'est vrai que j'ai eu besoin, mais c'est peut-être une question d'écriture, moi j'ai eu besoin de vraiment me projeter un peu comme si, j'ai eu besoin de le mettre en scène mentalement et je sais que si j'ai besoin de le faire et je vois que je suis en train de le faire entre guillemets, je conscientise le fait que je le fais, alors que c'est un truc assez naturel parfois quand tu lis, enfin certains lecteurs en tout cas, beaucoup de lecteurs le font. Je me dis: «Merde, c'est qu'il y a un truc qui manque dans l'écriture, vraiment dans l'outillage et dans les matériaux même normalement de l'écriture, qui m'oblige à mettre ça un peu en scène pour rendre ça vraiment amusant et cetera». Tu vois? Je trouve qu'il y avait un truc qui me manquait, j'étais un peu sur ma faim, où je devais me projeter, tu vois? Je devais conscientiser un peu la chose pour, que l'effet, je pense, arrive vraiment à son but ou que je comprenne vraiment où il veuille en venir. Donc ça m'a moins convaincu, tu vois, d'emblée. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y Mais ça a fonctionne, un mais j'en voulais un peu passage plus. qui t'a bien fait rire? Bah, ça permettra de parler un peu d'un autre point, moi qui me plaît bien en général, qui fera un peu le lien aussi à des choses qu'on a lues par le passé, dont on a pu discuter en ligne. Mais,
ce côté un peu, imprégner un espace en c'est général, c'est pas forcément une scénette précise, mais genre l'âne qui revient régulièrement, par exemple, et Ouais, qui va juste braire apparemment, c'est la légende locale, uniquement quand un couple fait l'amour. C'est un truc comment dire? Ouais, pas du réalisme magique non plus, mais il y a un côté un peu comme ça aussi, où c'est un petit élément de folklore qui peut devenir qui peut devenir, enfin qui peut être ou devenir un ressort comique ou un ressort d'écriture ou un ressort, de rythme aussi, je sais pas, dans la narration ou quelque chose, que le fait que, il y a un moment donné, il va pas braire et donc ça va emmerder un personnage en l'occurrence qui a quelques complications vis-à-vis du sexe, comme plusieurs personnages dans le roman, mais ça par contre ça m'a amusé parce que c'est un truc un peu débile, un peu gras justement aussi, mais il y a un petit côté, il y a un petit côté pasolinien aussi par exemple, tu vois? Où c'est un peu bizarre et c'est un peu rigolo et c'est un peu gras, mais c'est un peu charmant aussi parce que c'est une coutume locale, parce que c'est un petit détail, parce que c'est voilà. Ce genre de choses par exemple, je trouve que c'était pas une mauvaise trouvaille d'un point de vue de la forme et du fond, ouais, ouais. par Bon, exemple. moi, j'ai bah, au final, c'est le même personnage qui nous a fait, rire. Moi, j'ai bien aimé le moment où, Josefina prend le bonbon et du coup assiste à un miracle et qui est à l'origine très certainement, du Oui, déblocage de sa situation et sachant que c'est annoncé en plus. oui, c'est ça, mais du coup, Ah enfin oui, moi il c'est une oui, jolie moquerie de cette caricature de la femme bigote et voilà. complètement, rigide, au point d'être un peu invivable, je pense. Mais, Oui. heu, mais ouais, donc moi, ça m'a beaucoup fait rire quand, elle voit son miracle et elle rentre chez elle en courant, ça m'a beaucoup fait rire. Et Moi, j'ai justement, ce qui pas, m'a amusé, c'est que tu as un argument qui fait, en gros, une référence au fusil de Tchekhov, en mode genre: «Ah bah, enfin le fusil va être utilisé oui, alors qu'il a été, énoncé plus tôt». J'avais même oublié qu'il avait été énoncé plus tôt dans la narration et ça se trouve, il l'est même pas, en fait, si, donc si, moi c il l'est, OK, parce que j'avais un doute, je me dis: «Ça se trouve, il l'est même pas», donc c'est encore plus drôle parce il fait un clin d'œil à ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas, au pire, ils vont rire parce qu'ils auront pas la référence. Enfin, je trouvais qu'il y avait un double discours assez intéressant. Bon, il a énoncé, plus tôt, donc c'est vraiment genre le fusil de Tchekhov, mais en fait, sans qu'il y ait un argument sur le fameux bonbon que Joséphine apprend et qui lui fait avoir la révélation du siècle pendant, la célébration de Sainte Marguerite. Pareil, c'est un élément qui était déjà présent dans la narration plus tôt et qui revient comme un ressort comique, à ce moment un double ressort comique en plus. Donc c'est à nouveau aussi une espèce de fusil de Tchekhov où voilà, les fameux «bonbons pour adultes» entre guillemets, et ça pour le coup effectivement ça m'a fait rire parce que, vous voyez qu'il voilà, il y avait un lien avec ce qui s'est passé avant, avec d'autres rebondissements et tout et ça donc je trouvais ça assez malin, en soi et au sein vraiment de la narration, vraiment écrite quoi. mmh. Après, au final, ils sont tous un peu ridicules, mais quand on se place du point de vue justement du narrateur qui serait sur sa place de village, bah, en Mmh. fait, notre résumer notre vie, souvent ça nous résume à ce genre de situation un peu ridicule où nous, on va mettre plein de sens et quand on connaît tous les tenants Oui. et les aboutissants, ce qui n'est pas le cas des gens qui vivent leur vie, bah, en fait, on peut très vite rire aux dépens, de quelqu'un quand on prend un peu ce recul-là et qu'on résume à grands traits sa vie, quoi. Donc ouais, non, moi j'ai bien aimé. Je sais pas, Méridienne, si tu as un passage en particulier qui t'a fait, rigoler? En tout cas, moi je pense quand même que c'est pas facile pour un auteur Non. de faire rire. Je lui reconnais, que enfin ça je serais tout à fait honnête, où je sais que c'est difficile et il y a quand même des choses qui pouvaient me faire sourire et cetera donc moi, tu vois? Genre un truc Oui. vraiment bon, le boulot est pas si mal fait, Et mais il y a des trucs qui tempéraient un peu, quoi. en attendant, que Méridienne réponde, si elle répond, c'est quoi le dernier bouquin avant celui-là qui t'a fait un peu rigoler? Ouh là là! Laisse-moi bah, pour le coup, je l'ai d'ailleurs pas fini parce qu'après bon, j'étais un peu occupé par, d'autres choses, mais ma lecture de l'été dernier, c'était justement le Décaméron et le Ah, Décaméron, il y a des trucs qui me font rire, mmh. justement. Bah, c'est une D'ailleurs, bon, critique il sociale aussi, hein. ah non, bien sûr, mais genre Bocas, il y a des trucs, je suis là genre: «Bon, bah, c'est un peu vieillot» dans la forme, mais dans le fond, tu as des trucs un peu rigolos et en fait, c'est aussi parce que, c'est pour ça que c'est ça qui est bien avec, des œuvres parfois qui sont pas forcément drôles, mais tu te les remémores et quand tu en reparles, tu rigoles et genre Bocas, quand tu résumes des histoires, quand tu les lis, tu ricanes, mais en fait, quand tu te les remémores,
Tu te dis tu te fais un résumé mental et donc ça te fait rire aussi et là, c'est un peu pareil, tu vois? Je dis: «Je repense à l'âne» et ça me fait rigoler même si j'ai Mmh. pas forcément hurlé de rire en le lisant. Ouais, Donc c'est que ça fonctionne quand même pas trop mal en termes de divertissement, dans un sens, très large, tu vois? ouais, Donc oui, Bocas m'avait fait rire. Après, non, après ça devait être, peut-être plutôt de la BD ou des mangas où tu as des situations ouais. ou des Ah, répliques c'est qui vont me vrai. faire rire, je pense, plus que vraiment de la littérature, on va dire classique, sans images, on va dire. Mmh. Je Toi, n'ai tu pas avais le vachement livre, ri d'un moment? alors pardon, je n'ai pas le livre sous les yeux, mais j'ai souvent souri et quelquefois ri. OK, Mary-Jane. Effectivement, l'âne est bien malicieux. Ouais, c'est marrant. Moi, en vrai, je l'ai plein, mais pour moi, j'ai un problème avec les animaux. Je crois que je surjoue l'empathie dès qu'il y a un animal dans un bouquin et même dans la réalité. Donc moi, il m'a fait de la peine en mode, mais il est pas tranquille et quand, il en est au point où il s'enfuit quoi, je moi, il m'a Oui, fait de la peine, mais j'ai un gros problème, dans L'Âge de glace. Comment il s'appelle le petit écureuil? c'est pas Sid, c'est, Scratch? Scratch, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, bah, ne me fait pas rire parce que j'ai de la peine pour lui. Voilà, Moi donc j'ai non un gros plus, j'ai de la peine problème. pour lui. Ah ouais, c'est vrai, tu rigoles pas parce que Je comprends. on Non, est peut-être les 2 Scratch me fait seules pas rire, personnes. j'ai vraiment envie qu'il y arrive à chaque fois et à chaque fois je me dis: «Ça va pas se passer», donc je suis triste. Donc Voilà. il y a un côté, j'aimerais bien qu'il y arrive et c'est trop redondant et le pauvre, il va enfin, je me dis: «Il va faire des il a des problèmes cardiaques ce pauvre animal, c'est pas bien». S'enfuit avec ses gros yeux. Bref, Oui, c'est Scratch, Scratch oui, c'est apparemment. ça, c'est Scratch. Mais et il paraît que, ça fait rire beaucoup de gens là, il paraît qu'ils en ont fait une série que sur Scratch. Ah mais ça me surprend pas, Oui, c'est c'est le gaguesque, hein, symptôme du clown qui tombe, c'est ça ne me fait pas mmh, rire. D'ailleurs, les clowns ne me font pas rire. C'est pas que j'en ai peur, mais je les trouve tristes. Mais il ne se fait pas mal. Ouais, mais oui, mais voilà. ouais, mais je sais pas, moi Heu, il y a un il y a un côté empathie trop présent chez moi c'est ça. qui sort de manière trop fort à certains moments du moins et je peux pas. J'ai trop de peine pour lui, j'y arrive pas. Mmh. Et J'aimerais, Méridienne, hein, toi, vivre ça plus insouciamment. pardon. Et Méridienne, toi, ça c'est quoi, le dernier bouquin où tu as rigolé? En attendant que tu l'écrives, je vais dire moi. Mais du coup, merci Vas-y. Albatanor d'avoir parlé des mangas parce que je n'aurais pas dit, quelque chose de juste. C'est un manga qui m'a fait, rire Ah! dernièrement et c'est, Fullmetal Alchemist, c'est trop drôle. Ah ouais, Fullmetal, il y a des moments très, très Mais drôles, non, mais effectivement. C'est sûr, c'est la meilleure œuvre écrite au monde, oh là déjà, là, mais en manga. c'est Il n'y a pas, incroyable. Le comment il personne ne me dira le s'appelle? contraire. Alors, les frères, El Edward et Alphonse, Alphonse. Alphonse! il il est tout mignon, Alphonse, en Oui, il plus. est drôle quand il se Oui, retrouve, bien sûr qu'il doit avec les dans chats. son train avec les poules, enfin, bref, c'est beaucoup de comiques de situation, mais j'ai vraiment Ouais. beaucoup ri dans, Fullmetal Alchemist. C'est le dernier où je que bah, c'était il y a quelques mois, donc ça va, je ris quand même, régulièrement, ça veut dire. Oui, puis Empathie contagieuse, tu as pas ouais. mal de tomes quand même, dans Fullmetal, donc Ah ouais, j'ai si tu rigoles rigolé. un peu à chaque fois, Et pour le coup, j'ai pas souri, j'ai rigolé. Mais après moi, pour le coup, le comique de situation, me fait rire. Ça franchement, ouais et le dessin aide beaucoup, dans ce cas comment on précis, appelle déjà effectivement. dans les mangas ces dessins qui sont, «mal faits» entre guillemets, où on fait juste l'émotion du Oui. personnage? Comment on appelle ça? Les chibis, c'est des personnages c'est les versions des personnages en miniature, en gros, de manière un peu gagasque. C'est ça, les chibis. Et ben, les chibis, ça marche beaucoup sur moi, et même là, pour une fois, j'ai regardé un animé et j'ai pas tout regardé, mais j'ai regardé une partie de Demon Slayer et les chibis, me font trop rire. Heu, on trouve sur internet des montages animations, souvent faites comme projet noté par des étudiants de Scratch qui réussit son entreprise. Il n'y a pas grand-chose de plus satisfaisant. Et ben, il faut qu'on aille regarder ça parce que nous, il nous a traumatisé le pauvre. Au moment Ouais, où j'ai même besoin de sérotonine. attends, mais le moment où ça son je sais pas comment on appelle ça, son obsession pour cette noisette lui fait, provoquer notre galaxie là, moi je comprends que c'est drôle et tout, mais juste l'émotion, j'y arrive pas. Tu as eu un choc cosmique, je comprends, ouais. Bah, le macro et le micro, je oui, c'est une pression mentale que je reconnais beaucoup chez toi, Tam, je comprends, je compatis. Et franchement, il faut que je réfléchisse, peut-être je pourrais vous le dire la prochaine fois, je dois peut-être évoluer dans mes choix de lecture. Ah! Ben, on peut te proposer, mais il faut que tu te lances dans les mangas, ça c'est une autre histoire. Fullmetal Alchemist, franchement, c'est drôle. Après, moi, j'ai La en meilleure œuvre écrite. ouais, mais il faut non, franchement, les mangas, quand on n'en lit jamais,
faut se lancer. Moi, j'ai mis du temps avant de Full Metal, c'est une bonne entrée, hein. ouais, les mo enfin non, désolée, mais les dessins sont pas très bons. Ah moi je les aime bien, hein, ça va. Ah, les cheveux, Ah bah, oui, c'est bah, je veux dire, un tu étais gros problème. pas, Non, oui, c'est oui, pas oui. les plus beaux, dessins, mais l'histoire est chouette. Franchement, le scénario tient vraiment bien la route. Les personnages sont bien. C'est le seul manga que j'ai lu où les femmes ne sont pas sexualisées, alors qu'il y a quand même des histoires. Il y a Oui. notamment une histoire d'amour et franchement, bon, il y a quand même, une répartition, très genrée des rôles, à la fin, hein, où le gars doit faire un truc et la meuf doit l'attendre, OK, mais elles sont pas sexualisées, ça fait tellement du bien C'est parce une que situation parmi tant d'autres. ouais, non, non, franchement, c'est pour moi, de toute manière, c'est vrai que c'est le meilleur manga que j'ai eu à lire, même si j'en ai pas lu beaucoup. Lisez Full Metal parce que c'est très bien. Mais ouais, moi j'ai beaucoup ri des situations et ouais, j'ai enfin bref, Alphonse m'a beaucoup fait rire et j'ai gros cœur sur Alphonse, c'est mon personnage préféré. Voilà et c'est plus Hem, drôle que notre roman actuel, oui, c'est clairement. plus drôle. Sinon en roman, j'ai beaucoup ri. Un livre que je n'ai pas terminé tellement j'ai peur de le terminer, c'est de Susanna ou Suzanne, Susanna je crois, Clarke, Jonathan Strange and Mr. Norwell. C'est du réalisme Ah! magique. C'était son Mmh. premier bouquin et en fait, elle écrit, hem, très 2003. sérieusement. Donc elle écrit sous forme de bouquin d'histoire, elle invente même des archives avec des notes de bas de page et tout. Donc entre le réalisme magique et ce sérieux en mode chronique historique, très sourcé, je peux qu'aimer et en fait, c'est pareil, il y a un côté, sérieux qui fait que, on rit des situations, elle se moque un peu justement de ces, de ceux qui utilisent cette magie, de manière un peu carriériste, tout ça et en fait ça marche pas trop quoi, et ouais, elle m'a pareil, il y a des comiques de situation qui m'ont beaucoup fait rire. OK, je prends note. Voilà, mais c'est un énorme pavé et en fait, je me suis arrêtée juste avant la fin en me disant: «Malheur, mais ça va être fini?» Je peux pas et depuis je me dis: «Je vais le reprendre du début», mais je repousse tellement, c'est un gros coup de cœur, ce bouquin. Ce qui m'arrive rarement de pas terminer un gros coup de cœur, au contraire, généralement, je Mmh, bâcle la fin de ma lecture parce que je suis dedans. Mais là, non, je me suis dit: «Oh là là, je peux pas, je je vais être comprends. triste». Ça m'est arrivé de temps en temps, ça arrive rarement, mais ça m'est arrivé, je comprends. Mais Et donc est-ce du que tu coup recommandes bah, celui-ci? j'allais poser la question. Parmi ces 2 premières recommandations manga et roman, est-ce que, finalement on doit recommander aussi, Et ben, Sainte écoute, Marguerite? en sachant que voilà, c'est caricatural, mais dans le but, je pense, de faire rire, moi, je le recommande totalement comme je l'ai lu, c'est-à-dire une petite, lecture, estivale, pas Mmh. prise de tête et où on rigole et où le l'auteur se moque de tous ses personnages et donc se moque de tous ses défauts et ses intolérances. Moi, ouais, je le recommande, mais c'est vrai que du coup, il faut bien insister sur, c'est un peu, une farce, quoi. Et toi, tu recommandes? Oui, quand même, parce qu'il se lit vite, il est facile, d'accès, que ce soit sur le contexte, que enfin voilà, il y a pas de ça pourrait se passer, on va dire ailleurs, ça fonctionnerait aussi parce que justement, voilà, l'intérêt est vraiment la farce et cetera et le message est quand même assez global. Donc oui. Après, est-ce que j'ai forcément, par exemple, là, envie tout de suite de lire, les 2 autres qui ont été traduits, qui seraient vraisemblablement dans la même veine? Du moins, le deuxième qui a été traduit, qui en plus aurait un peu la même dynamique, j'ai Oui. l'impression. Tu suis des jeunes qui veulent un peu j'ai l'impression quand même s'extirper d'un contexte, un peu problématique et un peu caricatural. Pas tout de suite. On passe au choix de la prochaine lecture. Alors déjà, concernant le calendrier, ce sera le lundi 25 août à 19h30, juste avant la rentrée. Ça va être terrible. On vous propose, comme d'habitude, plusieurs possibilités. Comme d'habitude, je n'ai mis qu'une nouveauté dans les possibilités. J'ai remplacé celui qu'on a lu cette fois. Et les quatre autres ont été déjà proposés au moins une fois. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin que je relise les quatrièmes de couverture. Pour Mmh, rappel, tu peux juste résumer rapidement, ouais.
Donc, Yuri Ritkeou, L'étrangère aux yeux bleus, qui est Mhm. un roman sur un peuple de Sibérie avec un personnage qui est ethnographe et qui débarque et qui voit un peu comment les Russes conquièrent, colonisent même cette région-là. Ensuite, on a Histoire d'une domestication, qui est un roman social qui questionne bah, les rôles genrés et qui a comme personnage principal une comédienne qui est tout un sexe symbole et qui, malgré ce qu'elle paraît, euh, comment dire, n'arrive pas à s'affranchir de tous les, oh, je suis fatiguée. De toutes les pressions sociales, même si c'est une personne qui a fait une transition de genre, et cetera. En fait, au final, elle reste un peu sous l'emprise de ces pressions sociales-là, et donc on suit un peu sa crise existentielle et son cheminement pour trouver un nouvel équilibre parce que elle est mariée, elle a un enfant, etc. Ensuite, il y a la BD qui a déjà été proposé plusieurs fois, qui est de la fantasy slash fantastique, je dirais, vu que ça reprend en fait des personnages du folklore anglais et indien, parce que l'auteur est un Anglais d'origine indienne et il remet toujours un peu ces origines-là en jeu. Et donc on a en gros le vampire euh, qui va se confronter à un personnage qu'on connaît très peu de la mythologie indienne. Et tout ça, c'est sur une trame historique, une fois de plus, de la colonisation. Ensuite, il y a ce que j'avais proposé la dernière fois, qui est un recueil de poésie, Enfiler la chemise de l'aïeul, qui est un recueil de poésie de langue arabe. Ti, ti, ti. Euh, C'est Maroc, je crois, ou Tunisie, j'ai un doute. Attends. Enfiler la chemise de la gueule, j'ai un doute sur le nationalité de Il a l'auteur. vécu à Alger et à Tunis avant de s'établir à Toulouse. Ok, Son premier roman, J'aurais c'est voulu soit de la être un Lise, escargot. Excellent. c'est soit de la Lise, je crois qu'il est algérien en fait. Je dis des bêtises. Ouais, a J'aurais priori voulu il est être un algérien. Excellent. Excellent. J'adore le titre. Peut-être que finalement, c'est ça qu'on va lire. Ce n'est pas proposé, mais. Euh, et la nouveauté, parce que nous ne sommes pas encore allés lire des auteurs africains. Et donc, en Afrique subsaharienne, on propose La princesse de Zanzibar d'Abdelaziz Baraka Sakine. On reste dans la culture arabe, vu que Soudan en soudanais, ça veut dire arabe. C'est un auteur soudanais. Et c'est un auteur qui est édité chez Zulma. Tous ses bouquins sont édités chez les éditions Zulma, ou Zulma, je sais pas comment on dit, qui sont des éditions dédiées à la traduction d'auteurs étrangers et qui ont pas mal d'auteurs qui viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et c'est des jolies éditions. Voilà. Hmm. Et ah oui, bah lui, Euh, comme c'est le nouveau, peut-être je vous lis la quatrième de couverture. Veuillez m'excuser. À Zanzibar, à l'angle du marché aux esclaves et des étals des joailliers indiens, la belle Uru chante et danse au rythme du tambour. Africaine libre, experte en magie noire, elle a toujours échappé aux négriers. Son insolence fascine la fille du sultan, qui vit entre deux mondes, celui de son père, le sultanat de Zanzibar, tant convoité par les Européens, et celui de Sundus, l'esclave eunuque devenu son amant. Alors que sur l'île gronde la révolte, la côte est de l'Afrique apparaît comme un horizon salvateur, terre des origines pour Sundus, pardon, rêve d'évasion pour la princesse. La princesse de Zanzibar se joue avec verve et panache de la grande histoire et des légendes pour bousculer tous les idéaux de liberté, caustique et provoquant. Il paraît qu'il a une belle plume, cet auteur. Lundi 25 août, 19h30, La princesse de Zanzibar. Et au cas où ça intéresse des personnes, le prochain rendez-vous des Annales lacustres, c'est un compte-rendu de lecture de Jonathan Metzl, qui est psychiatre, mais qui a écrit un bouquin d'histoire sur Étouffer la révolte. Donc vous avez compris, c'est un bouquin sur la psychiatrie pendant les luttes pour les droits civiques.
et ce sera le compte rendu de lecture sera le dimanche 17 août à 16 heures. Donc nos 2 prochains rendez-vous. Dimanche 17 août 16 heures, Annales lacustre, bouquin d'histoire, et lundi 25 août 19h30, notre discussion, sur la lecture, et j'espère du coup le 25 août pouvoir vous donner, le lien du Discord qui sera tout prêt, tout chaud, et pouvoir du coup avoir des échanges peut-être un peu plus approfondis avec, les personnes qui, très, sympathiquement lisent les bouquins que nous lisons également.